traiter, on n'est pas comme sur une revue, on n'est pas du tout sur le même rythme, puisqu'on n'a que 4 sorties par an. On est sur un format d'article aussi de référence un petit peu, donc on a disons une temporalité qui est différente. Un comité scientifique n'est pas comme un comité de rédaction pour une revue, un comité scientifique avec des spécialités bien identifiées, différents profils. Alors on a cherché des profils universitaires aussi pour avoir évidemment un argumentaire scientifique robuste. On a aussi des physiothérapeutes suisses, on a des kinésithérapeutes belges, ce qui permet d'éviter aussi le dogmatisme un petit peu national. Puis le comité se peaufine au fil des années, où on intègre des nouvelles personnes, de manière aussi à suivre un peu l'évolution de la profession. On a une réunion par an à peu près, on essaie d'avoir une vision du futur de la profession. Alors qu'on pourrait penser qu'un traité encyclopédique est un peu des archives, des choses archaïques, historiques. Comme les articles mettent du temps à être rafraîchis, il faut essayer de se projeter, se dire en 2025, quel type d'article on attend pour la profession, parce que ces articles-là sortiront. Donc c'est aussi un peu prospectif pour nous. Évidemment, on essaie de trouver les experts pour les articles parce que c'est quand même le cœur de l'activité. Donc pour nous, c'est pas toujours simple parce que on a parfois des experts mais qui sont pas toujours des bons rédacteurs, des experts cliniques notamment. On a des experts qui sont pas toujours disponibles pour rédiger un article EMC. Le traité de l'EMC, physiquement, il a 4 tomes et on a essayé de structurer la table des matières de manière cohérente aussi pour donner un message aussi global par rapport à l'organisation de la table des matières. Donc le premier tome parle des concepts, sur quoi s'appuie la kinésithérapie ou la médecine physique et la réadaptation, sur les fondements, quels sont les outils d'évaluation, comment se réalise l'évaluation clinique et fonctionnelle. On s'est inspiré du coup beaucoup de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, donc la CIF, et pas de la classification internationale des maladies, parce qu'avant le traité était très orienté sur des pathologies, comment la rééducation dans les prothèses totales de hanche, la rééducation dans les prothèses totales de genoux. Alors évidemment, on le propose toujours un petit peu, mais on a essayé vraiment de rendre plutôt par rapport à une évaluation fonctionnelle. Quels sont les problèmes du patient? Pourquoi il ne peut plus bouger? Qu'est-ce qui se passe? Et comment organiser la rééducation? Et puis le deuxième tome, on a travaillé sur la boîte à outils techniques, donc tous les moyens d'intervention que le kiné possède. Donc là, on fait intervenir effectivement un peu des choses parfois historiques, le massage réflexe ou des choses qui sont peut-être moins utilisées par les kinés, mais qui font partie du bagage en fait des techniques que le kiné peut utiliser dans certains cas. Et puis après, on a les 2 derniers tomes. Le 3e tome qui aborde tout le domaine musculo-squelettique, là qui est plutôt traversé à travers les approches régionales. Qu'est-ce que l'on fait sur les différentes régions, l'épaule, la ceinture scapulaire, le coude, le poignet, la main. Et puis, on a un 4e tome qui reprend les autres domaines, donc la neurologie, des domaines spécifiques, cardio-respiratoire, la cancérologie éventuellement, et aussi l'intégration, la réadaptation, comment réintégrer la personne dans sa vie active, donc la vie professionnelle et sociale. Les gens qui lisent le MC ne se rendent pas compte de ce paysage complet de notre table des matières parce qu'ils rentrent souvent dans un article MC. Et cet article, parfois, ils pensent qu'il doit être exhaustif, alors que l'article n'est qu'un petit morceau d'un ensemble global que l'on a mis dans le MC, et ça leur permet, en fait, cet article leur permet de faire des ponts sur d'autres points et de se rendre compte après de l'interaction que ces articles ont entre eux. J'ai bien aimé les articles de réadaptation en général, donc par exemple pour les fractures rachidiennes sans lésion neurologique, parce que ça permet de comprendre en fait que quel que soit le type de fracture, on peut essayer de comprendre la dynamique qu'il y a sur comment adapter le niveau de réadaptation qu'on veut souhaiter par rapport aux patients que l'on rencontre. Donc au lieu d'appliquer un protocole en disant à J3, à J30 ou à J50, on fait telle ou telle manière, on essaie d'évaluer les capacités du patient et puis ses besoins pour pouvoir après ajuster le traitement. Donc on a des articles vraiment plus scientifiques, de connaissances scientifiques comme dont je parlais, notamment par rapport à la métrologie, à la capacité de bien mesurer et de savoir utiliser les outils, quelles sont les caractéristiques de fiabilité, de fidélité. Donc pour moi, ça, c'est des articles assez fondamentaux. Et puis après, on a des sujets qui sont compliqués, par exemple, comme les scolioses. La rééducation des scolioses, c'est pas quelque chose de simple. On a eu des approches qui étaient très, très orientées sur des méthodes qu'on appliquait de manière systématique à tous les patients. Donc, ça s'oppose à ce que je viens de dire précédemment. Donc, sur des sujets comme ça, on a demandé évidemment à des auteurs spécialistes de faire le point sur la littérature, de faire l'état de l'art. Ça permet pour nous de pouvoir dire, c'est l'état des connaissances. Peut-être que dans 20 ans, on aura évolué sur autre chose. Et ça permet quand même aux gens d'être rassurés parce qu'ils sont tellement baladés par plusieurs informations. Et on essaye aussi d'être une zone disons de ressources solides pour que les gens puissent se repérer. C'est pas le phare des connaissances, mais c'est quand même une sorte de balise pour dire aux gens, si vous avez du mal, s'il y a des difficultés, reprenez quand même cette base-là, c'est celle qui est consensuelle en ce moment. Il y a une grande réflexion sur effectivement peut-être illustrer plus avec des situations cliniques,
parce qu'Elsevier développe des outils maintenant numériques. On est en train de faire vraiment une transformation numérique, donc pour intégrer un peu plus le contenu dans la pratique quotidienne avec des tablettes, des smartphones où les gens pourront avoir des réponses. Et donc, avec des illustrations sur des cas cliniques, les gens vont pouvoir aussi tirer des éléments bien spécifiques par rapport à des patients, même en situation de terrain. Alors qu'effectivement, avant, on pouvait imaginer que l'EMC, c'était l'encyclopédie en cuir qui était dans une belle bibliothèque derrière le professionnel, qu'on sortait et qu'on allait méditer. Là, on essaye maintenant effectivement de proposer des orientations, alors de type vignette clinique ou de type cas cliniques, disons, commentés, ce qui permet aux gens, encore une fois, de développer de l'expérience clinique. Donc ça, c'est un axe que l'on va pousser. Et puis, encore une fois, on essaye de se détacher des pathologies, de donner de l'expertise. Il faut que les kinésithérapeutes soient des professionnels chez qui on peut aller et les patients peuvent demander un avis. Est-ce que je dois me faire opérer? Est-ce que je dois pas me faire opérer? Et puis nous, on peut comme ça évaluer les croyances du patient, lui proposer des solutions éventuellement de traitement quand c'est possible ou lui proposer éventuellement des examens complémentaires pour explorer éventuellement des situations plus complexes. On a un article sur le syndrome fémoro-patellaire qui fait à peine un raisonnement clinique, mais on va chercher éventuellement des outils d'évaluation après dans la partie de l'évaluation du genou ou de la métrologie d'évaluation, c'est-à-dire tout ce qui est validité des outils de mesure en kinésithérapie. Donc la personne va pouvoir comprendre pourquoi on utilise certains outils de mesure par rapport à d'autres ou certains paramètres d'évaluation par rapport à d'autres. Et puis après, sur la partie réadaptation, évidemment, on peut croiser avec leur entraînement cardio-respiratoire. Si on a des sportifs, on a la même chose en neurologie, par exemple, aussi, où il y a des classifications, par exemple, pour les blessés médulaires, mais qui peuvent très bien se relier à de la rééducation de fractures du rachis sans lésion médulaire, ou dans certains cas, quand on a des lésions partielles, on a un réentraînement spécifique, donc on peut croiser avec certains exercices comme ça. Ça dépend aussi du profil des praticiens ou des lecteurs que l'on a. On a 3 types de lecteurs globalement. On a des enseignants et des étudiants qui se servent des articles comme des articles de référence, en tout cas les articles socles de la profession. On a des jeunes diplômés qui cherchent à développer de l'expérience clinique, qui à travers des cas cliniques, parce qu'Elsevier propose des cas cliniques avec les articles ou des arbres décisionnels, pas mal d'outils numériques pour aider aussi à comprendre ça, ça développe l'expérience clinique du jeune diplômé qui n'a pas vu encore beaucoup de patients. Et puis après, pour des diplômés, disons, plus anciens, qui ont plus d'expérience professionnelle, eux, ça leur permet évidemment de suivre un peu les innovations et de pouvoir aussi parfois rechercher des prises en charge sur des patients qu'ils voient moins souvent, des prises en charge de patients qu'ils rencontrent moins souvent. C'est un élément, mais encore une fois, il va falloir trouver les bonnes portes d'entrée numériques simples qui font gagner du temps. On donne, nous, des outils dans la partie bilan qui devrait permettre aux professionnels après de sélectionner celui qui est le plus adapté pour le patient qu'il a devant lui. Parce qu'on lui donne aussi des illustrations et pourquoi ces outils sont plus performants dans telle ou telle situation. On a beaucoup pensé que la transformation numérique du monde de l'édition, du papier au numérique, c'était de convertir un fichier papier en fichier PDF. Mais en fait, le mode de rédaction, son mode de délivrance doit être rédigé pour être formaté spécifiquement aux médias qu'on utilise. En fait, il faut surtout que le professionnel puisse avoir des réponses rapides. Et ça donnera une réputation peut-être plus intéressante que simplement une notoriété de nom. Donc, ça sera la vitesse de l'information, la vitesse à laquelle on va permettre aux gens d'aller plus vite. Ça, c'est un enjeu. Et c'est l'enjeu de l'édition depuis toujours. On essaie de raccourcir l'état des connaissances avec l'état de l'art dans la situation réelle. On veut toujours réduire ce temps qui existe malheureusement et on essaye d'aller plus vite. Mais le monde numérique va nous permettre d'aller encore plus vite.